Merci pour ce retour. Nous sommes donc avec vous. Je précise le thème de notre émission. Je reprécise. Actualité de la semaine, on en parle. Alors, nous sommes donc à visiter en quelque sorte l'actualité internationale, nationale et locale, puisque nous savons qu'il y a cette dépendance et que depuis que nous l'avons dit d'ailleurs, depuis quelques années, quelques mois, quelques années même, eh bien, il y a un mouvement, les choses bougent énormément et il y a lieu de s'y intéresser de manière à dessiner les perspectives, sans doute, des lendemains à venir. Des lendemains. Disons, ce sont des lendemains, forcément, c'est à veut dire. Alors... Oui. Alors, cette vision hégémonique, elle est grave. Parce que, d'une part, il a déjà relégué l'Europe, donc la vieille Europe, bande des pensées, de l'histoire, de la tradition, de la culture. Pour lui, tout ça, c'est fini. C'est la vieille Europe. Et donc, il met en avant un schéma qui est fondamentalement violent et qui s'oppose à tout le monde dès lors que ailleurs émerge quelque chose. Oui. C'est vrai pour le Brésil, c'est vrai pour le Venezuela, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'Afrique. Donc aussi, il y a cette espèce de volonté Israël aussi, guerrière, oui. et d'intervenir et d'imposer un modèle qui manifestement, inéluctablement, ne tiendra pas la route comme il l'a tenu. Alors, ce qu'on dit, c'est que le 19e siècle était européen, le 20e siècle, il a été américain, hein, pratiquement. Oui, le 20e, oui. Et le 21e sera chinois. Ce mouvement-là, c'est le mouvement des civilisations, c'est la flèche du temps. Alors maintenant, entre-temps, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre partout, il provoque partout, il bombarde à droite et à gauche de manière unilatérale pour défendre quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il croit être son patrimoine, mais qui est perdu depuis longtemps. En attendant, il fout le bordel partout. Mais il s'annonce aussi comme l'homme de la paix. Oui, mais la Pax Americana, oui. La paix selon lui, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour lui. Et lui, avec les lois d'extériorité et avec son système par rapport au dollar, par rapport à tout ce que vous voulez, il ramène tout pour lui. Et on est dans les magas, Make American Great Again. C'est l'Amérique qui domine, qui donne les ceci, au-delà de toutes les lois, parce qu'il n'obéit à rien du tout. Il n'obéit à rien du tout. L'ONU s'en fout. Il s'en fout, il obéit. Et voilà. Et donc, à travers ça, c'est un alignement, je disais, sur l'Amérique, sur le bien-être de l'Amérique, au détriment de tout le monde. Mais c'est un schéma, c'est un schéma qui est économiquement, politiquement, culturellement, et il le sait, et les Américains le savent, est déjà passé. Ils ont déjà perdu tout ça. Mais il leur reste encore des relents de force économique et surtout de force militaire. Alors, c'est sûr que René, par rapport à cette réalité américaine, ma foi, avancée en tout cas par Trump, n'est-ce pas? Il y a réellement des inquiétudes à nous qui sommes Guadeloupéens, mais nous qui appartenons à des ensembles, quelquefois la France, l'Europe, c'est pas vision nous. Non, nous peut dire que Trump, même s'il pas menace directe, mais c'est une menace. Ça c'est clair. Oui, parce que d'avoir Trump, il a donné l'idée toujours des États-Unis impérialistes, qui sait que l'Amérique du Sud, la Caraïbe et tout ça, c'est arrière au Kouaï. C'est bien. Ben oui, c'est arrière au Kouaï, et c'est zone d'influence, et à la zone d'influence, tout le monde doit le bâcher ou pas. C'est pour ça qu'il a attaqué Lula. Pourquoi? Parce que Bolsonaro on beaucoup de conceptions fascisantes et qu'on lit extrêmement soutenu par les mouvements religieux, en particulier évangélistes. Hein. C'est toujours même bien là. Ben, c'est Zambiaï. De même que Bougala Argentine là, c'est Zambiaï. Et manier ces bouglas ça attaquer yo, hein, il veut intervenir dans disant à histoire politique à réalité à pays pour dire ou pas ne doit manier là. C'est-à-dire qu'il veut faire la loi à Kazayo et puisqu'on pas qu'à obéir, eh ben il capine effectivement. Mais pas seulement parce que il mal tombé en Lula voyez promener. Oui, j'ai cru dire quelque part, ni on côté d'ailleurs, que c'est pas même seulement même pour des juges qui, dans les instances même internationales,
qui a sanctionné également Marie Ayo. Interdiction de venir aux États, j'allais avoir Ayo si on y débutait, etc. Et déclaré au persona non grata, il ne veut pas t'en. Mais l'autre jour, là, président à la Colombie. Le président de la Colombie fait un discours à l'ONU. À l'ONU, oui. Un discours particulièrement retentissant. Retentissant. Où il frappait en Trump en particulier. Il dit, vous Trump. Il dit, Trump, 4 vérités, et il dit, il faut que nous, tous les petits pays, que nous constituions notre propre force militaire. Oui, pour pouvoir nous opposer aux États-Unis et leur montrer que ce n'est pas le seul détenteur de la force militaire. C'est-à-dire qu'il véritablement détruit, si vous voulez, toute conception et théorie à Trump. Et il dit, Trump, où peut-il faire la loi en pays à nous? Ben, le lendemain, il a été visé à Haï, et il a dit, il y a une chance de partie parce qu'il a été arrêté. Alors, si vous voulez, parce qu'à l'ONU, aux États-Unis. Oui. Ça a bien montré le type de personnage. Mais ceci dit, là, on va parler de Trump. Moi, en passant, mais en tête à Trump, lui, zone d'influence, c'est ça. Donc, il peut annexer le Canada. Donc, il peut annexer ça là. De même qu'il a estimé que, même s'il a dit qu'il est là, l'Europe, c'est là aussi. Qu'elle a aussi occupé de l'Europe quelque part. Et lui, il n'est pas encore occupé. Avec les Européens, c'est le bitin. Constituer force à zone, demeure des autres, etc. C'est le bitin, si on a des moins d'armes, c'est venir à venir. C'est acheter ou acheter. Et l'autre côté là, où j'ai bien senti que vis-à-vis de la Chine, j'ai senti que, attention, ils ont d'autres attitudes. Parce que même si ça fait taxer les Chinois font une figure à ça, au point que les Chinois disent, mais il y a rien interdit et compagnie. Donc, il y a aussi l'Inde aussi. Et l'autre côté là, l'Inde, où il essayait. Maudit l'autre jour là, dit qu'il n'avait pas acheté ça avion américain là encore, tout c'est bizarre. Et Maudit qu'il a acheté pétrole russe, etc. Et il est incapable d'aller plus loin. D'ailleurs, Maudit dit, on peut augmenter le droit de douane. Président Alain, on peut augmenter le droit de douane. Jean Ouvlé, Roter qu'on voulait, quand on n'a pas de qu'à faire comme ça peut bien foutre pas mal. Donc, la réponse est très claire, très nette. Et Maudit, pourtant, des mêmes types d'idéologie qui trouvent, des droites et d'extrême droite aussi. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, au-delà de ces péripéties. Oui, c'est le mot, les péripéties. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a véritablement un changement de paradigme, au sens le plus noble du terme. Ça veut dire qu'une certaine définition, une certaine centralité du monde a basculé. Alors, même si dans les effets actuels, on a toujours l'impression que ça reste comme ça, parce qu'il y a des espèces de scories, de relents du passé, ça bascule pas blip, blip, blip d'un seul coup, mais de toute façon, tout ce qu'il y a autour du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, c'est encore l'Occident qui appelle ça comme ça. L'Occident aussi. Ce qui est sûr, parce que j'en reviendrai tout à l'heure, tu disais quels sont les phénomènes qui nous ont frappés, j'en reviendrai tout à l'heure par rapport à la Guadeloupe. Ce qui est inéluctable, c'est que l'Europe part en déclin plus. Les États-Unis vont suivre, mais ils vont avoir la bête n'est pas morte, elle est blessée à mort, mais elle n'est pas morte. Et inéluctablement, le Sud global va s'organiser, peut-être probablement sur les... Avec les BRICS, peut-être. Avec les BRICS, c'est surtout avec la Chine. Avec la Chine. Autour de la Chine, la Russie aussi, mais c'est surtout la Chine et l'Inde qui ont des visions paradigmatiquement complètement différentes. Et qui ne sont pas des pays guerriers, mais qui ont les moyens de s'opposer, y compris de manière guerrière, aux États-Unis. Alors, juste par rapport, pour revenir avant, je vais revenir à Dembélé, parce que c'est vraiment l'exemple. C'est vraiment l'exemple d'une immigration, en tout cas, c'est une première, deuxième génération. Réussie, peut-être. Mais complètement réussie. Mais ce que je veux dire, surtout, alors là, j'ai habité Évreux pendant 20 ans, et j'ai habité à la Madeleine. À la Madeleine, qui était... Alors, c'est tout à fait particulier parce que il y a eu, dans les années 70 et compagnie, c'était un quartier super bien, super petit bourgeois, petit ceci, et qui ensuite a été pris en main par l'immigration tout azimut. Il y a eu des phénomènes de racisme, des phénomènes de trucs, et d'autant plus qu'Évreux était la première ville libre en sortant de Paris. Ça veut dire que tous les délinquants qui étaient interdits de Paris, premier endroit où ils pouvaient venir, c'était à Évreux, c'est l'endroit le plus proche par rapport à Paris. Ils allaient faire leur cas à Paris et ils revenaient se cacher à Évreux le soir. Il y a une immigration très très forte et très dans les quartiers, etc. Et Dembélé vient de là. Il vient de là. Il vient de là.
Alors, j'ai même lu qu'il n'a pas connu son père, apparemment. Oui, et puis il vient du quartier La Madeleine, c'est l'équivalent d'Aubervilliers ou du 9-3, un truc comme ça. Et je crois que Tony Parker vient aussi d'Évreux. Donc ça veut dire que cette immigration a fourni aussi à la France des modèles de réussite. Alors, pour la France, mais surtout pour nous aussi, différents immigrants, il y a une souche hyper riche. Alors, je connais d'autres personnes encore plus illustres. Le Tchèque Modibo Diarra, qui était un astrophysicien chilien, malien, et qui s'est aussi qui a eu une carrière, etc. Non, aux États-Unis, lui. Il était responsable du programme d'aller sur Mars. Et donc, voilà l'ambiguïté totale, mais dans l'aspect positif, d'une immigration qui fournit en même temps des modèles plus à leur pays d'origine. Enfin, d'asile ou d'exil. Oui. Ça dépend comment on va prendre ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a effectivement le poids d'une immigration importante, et puis de temps en temps, il y a des pépites qui sortent. Ça a été vrai pour Tony Parker à Évreux, ça a été vrai pour Dembélé, et qui donne une dimension extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que nous, Guadeloupe, on peut fournir... on dit terre de champions. Ça fait un bout de temps qu'on fournit plus de champions. Ni en foot, ni en athlétisme, ni rien. Il y a Tizou Winner qui est là, mais après Pérec. Ah non, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, mais c'est ma génération. Non, ça fait longtemps. Vous avez des siècles. Non, ça fait longtemps. Non, ça fait mais par contre, on a aussi des quartiers qui deviennent des quartiers de relégation, de 2e, 3e, 4e zone, où il y a des choses pas possibles qui se passent en termes de désinsertion, de décrochage. Mais peut-être qu'il y a une politique à avoir aussi au niveau des municipalités, au niveau du conseil général et tout, parce que dans ces mêmes quartiers-là, il y a des pépites. Et ces pépites-là redorent toute une génération. Moi, Dembélé, pourquoi il y a sa médaille d'or, je me suis senti... j'étais président de club aussi Évreux pendant 20 ans, j'ai été club d'escrime, j'ai fait un tas de trucs. La Madeleine, c'était notre quartier à tous. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui venaient à la maison parce que maman faisait à manger pour tout le monde, tous les étudiants de Rouen et compagnie. Je donne pas de nom, ils se reconnaîtront. Et donc, il y a toute une dynamique là, qui est une dynamique d'immigration réussie sur deux ou trois générations, et qui sont des gamins bien dans leur peau, bien dans la mondialisation, et probablement la meilleure réponse qu'on peut faire à Trump. Alors, c'est Vive Dembélé, on entendait quelque part les Noirs dansent, mais ils ne dansent pas tous. Ben oui, mais c'est intéressant parce que... La danse, c'est un des premiers moyens d'expression à l'époque. Et si la vision du monde, de leur monde, est plus... Passe par la danse. Son, passe par la danse, plus que par le fusil ou l'essentiel, c'est la finalité. Ou la drone, ou les drones. Oui. Non, il y a des manières de se réaliser. Oui. Alors, dans la progression de notre émission, j'ai envie quand même que nous arrivions au national. Le national avec un président du jamais vu, condamné à la prison. C'est l'actualité. C'est vraiment l'actualité qui cache d'autres actualités. Oui, c'est en France. Et on parle, il y a le gouvernement qui sera mis en place, on ne parle pas vraiment. Alors, ça, René Mion-Bougla, un peu, c'est aussi un homme de droite, hein. On le sait, on entend tellement de choses. Vous savez, nous avons fait une émission ici, on parlait de la justice contestée. Nous, les juges sont contestés. Les magistrats, les juges sont contestés. Alors, nous, là, maintenant, on est dans ça. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ? D'abord, il y a la personnalité. C'est un président, n'est-ce pas ? En même temps, il y a une justice. Les juges sont contestés, mais les faits qui concernent Sarko sont incontestables. Oui. Et c'est véritablement une délinquance à col blanc. C'est véritablement une association de malfaiteurs qui ont... Ça a été appelé comme ça. Et c'est eux qui l'ont dit. Hein. Et donc, qu'on dise maintenant que c'est une république de juges, non, il y a des faits. Il y a des faits patents. Alors maintenant, est-ce qu'il est... Et eux-mêmes, ils le disent. Il est justiciable comme tout le monde. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le contexte. Dans une France qui est complètement mal foutue, qui est incapable de définir quoi que ce soit, sans queue ni tête, sans projet, laissant s'effilocher complètement son être social et culturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un indice parmi d'autres d'un déclin. Bon, je suis désolé de reprendre encore ce terme-là, d'un déclin qui n'était peut-être pas programmé s'il y avait eu depuis longtemps des politiques volontaristes et tout,
mais qui est manifestement maintenant une accélération de la décadence. De la décadence. Alors, ce n'est pas le premier cas, enfin, premier, le président, oui. Le président, mais il y a eu Cahuzac, il y a eu... Et puis il y a tout ce qu'on n'a pas dit. Il y a Bérégovoire aussi, pas Bérégovoire, l'autre là. C'est à partir de Cahuzac qu'ils ont mis des affaires à la détention. Ça n'a pas existé avant. C'est justement parce que Cahuzac était un peu bien montré que Cahuzac était caché. Oui. Et quand ils ont décidé de mettre ça, le pôle financier, je pense. Le pôle financier. Détention provisoire. Oui. Non, mais même là, de provisoire et tout ça, préventif, quoi. Oui. C'est à partir des faits réels. Hein. Donc, c'est la justice qui ouvre pas là, il a exprimé en fonction des éléments techniques qu'il y a en maille. Oui, du dossier, comme moi, tu dois dire. Le dossier-là, et les éléments techniques qu'il y a en maille pour préserver, si vous voulez, le fait que moun là, même s'il fait appel, il peut faut qu'on fasse chubéry. Oui. Donc, en fait, c'est ça qui arrive Sarkozy. Mais, bon, il peut toujours babiller, etc. Mais quand vous voulez faire... Mais c'est quand même bizarre. Il a trouvé à deux ça. Ni d'autres capacités qui passaient à deux avant. Mais oui, mais nous, quand vous voyez actuellement, il y a le cas Sarko, il y a le cas Le Pen aussi. Hein. Oui, on voit que dans un laps de temps, en quelques mois, eh bien, il y a deux personnalités, c'est ainsi qu'on peut dire ça, hein, en France, là, qui sont visées par ce cours de mandat d'exécution provisoire. Qui se défendent de la même manière. Ça veut dire que ce sont les juges. Et Dieu seul sait si... Mais on parle aussi de changer la loi. Hein. Bien sûr, parce que c'est le Parlement. Puisque mais c'est le Parlement. C'est pour ça qu'on dit parfois la loi, il n'est pas nécessairement juste. Hein. C'est pour voter à un moment donné, il peut vous changer à un autre moment. Hein. Même si vous rappelez la loi. Oui, mais quand il n'y a pas dire que la loi est immuable, il n'est pas immuable. Et le non, il n'est pas immuable. La loi, c'est chez vous qui disait, hein, j'ai oublié le terme qu'elle employait, hein, une loi, ça c'est fait, ça se change. Ce qui est grave, c'est qu'il y a vraiment une France. Alors, c'est pas la France, c'est pas qu'en France, mais dans le système, parce que la crise, elle est systémique. Dans le système dans lequel on est, il y avait vraiment une politique en col, une loi pour les gens en col blanc et qui était relativement intouchable. Et pour cause, c'est eux qui font le système. Donc c'est eux qui l'évaluent, c'est eux qui en tirent des résultats. Et puis une politique pour le bas peuple qui, lui, est corvéable et taillable à merci. Ce qui tente à s'équilibrer maintenant, c'est qu'effectivement, pour des raisons qui ne sont pas si claires que ça, hein, on va appliquer sur les cols blancs, les grands, la même rigueur qu'on demande pour les petits. La première, on parle de malfaiteurs, alors. Ben oui, c'est de malfaiteurs. Et donc, bon, ceci dit, les faits dans la délinquance à col blanc, les faits sont infiniment plus graves, infiniment plus coûtables pour la société, que ce qui se passe quand le petit délinquant va machiner. Y compris par rapport aux morts. Bon, je suis désolé, mais même quand un délinquant tue quelqu'un, j'insiste sur ce que je dis, et c'est gravissime, au niveau bon, il tue quelqu'un, c'est pas la guerre qu'il a déclarée à Kadhafi pour masquer tous ces trucs, hein. Donc, je veux dire que là, il y a quand même des économies d'échelle qu'il faut quand même respecter. Donc, arrêtons de jouer les hypocrites. Et puis, peut-être le problème qu'il y a, c'est pas tant celui des juges que celui de la presse. La presse, je veux revenir. D'une presse qui est une presse du sensationnel, oui, c'est une presse sensationnelle. De l'impérialisme des faits, qui est une presse sans retenue et qui est engagée d'une manière ou d'une autre et qui n'a plus les fameuses autres écritures aux éditorialistes qu'on avait avant et qui te permettaient de prendre du recul par rapport aux choses. Par rapport à cette affaire Sarko, on voit qu'il y a d'abord l'arsenal des avocats, des juristes qui viennent, des constitutionnalistes qui sont sous les plateaux. Et il y a aussi, dans certains médias, la puissance aussi des journalistes qui sont des personnes qu'on ne peut pas bouger comme ça. On ne peut pas leur dire, écoutez, ne parlez pas de Sarkozy. Heureusement aussi. Hein. Pour l'instant. S'ils étaient sous Trump, on les fait voyager. Le comique là qui s'est dit, il répond ça, il a. Quel est cela? Il fiole pendant quelque temps. Bon. Aux États-Unis, le gars qui parfois s'était moqué pour la mort de quelques gars, et il était moqué, ça a été dit, c'est caché. Ah bon? Le clan mafieux Trump, c'est le caché, considéré de leur même, etc. Ben, ils ont demandé à ce qu'ils suspendu pendant, ça font tourner. Et puis, 10 jours après... Mais les gérances des médias, dans les gérances de la politique... Non, moi, ça qui est plus grave. Hein.
C'est vrai que les médias à l'heure actuelle vivent du buzz, du scandale. C'est le buzz. Oui. Et on va prendre ces chaînes télé là, qui on va prendre des LCI en passant par alors peut-être BFM, etc. Mais pas BFM, qui vous prend CNews, les chaînes privées. Oui. Ces messieurs, ils ont là, si vous voulez, d'occuper toute ton journée complète pendant plusieurs semaines de suite, en l'air au même point, au même sujet, et des bombarder moun, de façon que ça est orienté à dans seul sens. Mais on voit ça sur les conflits actuellement en place. Et ça, c'est particulièrement grave, parce qu'en réalité, il ne s'agit plus d'informer pour permettre à l'opinion de s'exprimer. Il s'agit de matraquer l'opinion pour faire en sorte qu'on s'exprime dans un seul sens, point final. Et on va constater ça de plus en plus au niveau à les radios. Si bien qu'à un moment donné, moi, ça arrive de moi, on est en cas là, ça va dire, ça encore, bah, bouger. Ah oui, ça finit pas. Les gens qui réfléchissent, hein, parce que les gens qui ne pas réfléchir, on va regarder. Parce que les gens qui sont intéressés, qui parlent les cocons, pas du problème, mais ils vont écouter parce que c'est les cocons qui sont intéressés le plus possible. Et ça a commencé à venir particulièrement d'un jour. Ce qui est grave dans ce sens-là, c'est que le fait divers, le fait divers est venu une espèce de fuite en avant permanente de la presse, avec tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est... On parle de l'impérialisme Breton parle de l'impérialisme du fait. Mais il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de mise en rapport, il n'y a rien. Donc on vous bombarde, on vous matraque en permanence, de trucs, mais à aucun moment on ne met en relief, on ne met en truc et on remet dans un contexte. Donc ce qui fait qu'effectivement, l'individu lambda qui remet sa télé à 8 heures, qui regarde un petit peu les journaux, à un moment donné, il laisse tomber, ou alors il est entraîné, parce que c'est du matraquage, c'est du conditionnement, sachant que les grands organes de presse appartiennent à des gens bien précis, et c'est pas... Et il n'y a pas d'alternative. C'est véritablement l'anéantissement de l'esprit critique. Hein, ouais, c'est ça. Tout à fait. Il y a toute cette possibilité de faire émerger une capacité d'abord d'analyse, parce qu'on vous donne toujours la même chose. On vous gave de toutes sortes de choses. Donc, vous ne pouvez pas réagir. Oui. Ça valable pour, effectivement, pour s'enroser et tout ça. Mais ça valable actuellement pour battre les affaires, les drones, les avions. On a senti qu'ils ont mis en condition à l'opinion publique pour la guerre, en niveau à l'Europe, pour faire admettre et rentrer en tête à eux, faut nous faire la guerre vers la Russie, il faut nous préparer nous, etc., etc. Et alors, si bien que ou pas même ça qui était original ces drones-là, qui étaient provenance à eux, etc. Mais quand il y a occasion en Guadeloupe, parfois, tout ça qui fait un homme, c'est faute-américain. Donc, c'est à là, etc., etc. Et à partir de là, on a tout un certain nombre d'experts militaires qui ont réunis et tout ça. Et on a des discours de plus en plus guerriers, de préparation à la guerre, etc. Parce qu'il y a orienté mon dans le fait que... Moi, j'ai une chaîne, machin, le soir. Nous qui avons la guerre, qui fournit la guerre, qui est en Europe, qui organise la guerre, qui fournit la guerre, etc., etc. Et on est de l'autre côté là, Trump qui a dit, mais pas de problème, mais c'est sûr, on va faire la guerre. À l'isard, mais avant. Je vois des armes. Mais moi, pas de débouler sur ta raison. Bon, et ça particulièrement grave, parce qu'on a senti qu'il y a moins de dérapage là, peut fait que. Ah oui, ça, c'est là le problème. Non seulement c'est grave, mais c'est aussi très confortable, parce que ça participe de la politique de la peur. La politique de la et peur. De l'angoisse, bien sûr. On parle d'économie de guerre, mais l'économie réelle, on est en déficit plus, personne n'en parle. L'économie sociale, bon, c'est même plus la peine d'en parler, puisqu'on le problème des retraites, le problème des jeunes, le problème de la mise au travail. La mise au travail, on n'en parle pas du tout. Et donc, on est en train d'aligner tout le monde sur une... Alors, on parle de TGV qu'on va médicaliser pour qu'ils puissent ramener, on compte sur 1000 blessés par mois. Mais enfin, c'est complètement... C'est dingue. C'est complètement dingue. Alors que la réalité, elle est là, vous n'avez pas de gouvernement, vous avez 5 fois que ceci, ou la dette est déplacée, les retraités... Bon, je vais revenir sur un truc, on parle de mutualisation des hôpitaux, je prends l'exemple de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on en parlera tout à l'heure. Oui. On va mutualiser les services. Ça veut dire quoi, mutualiser les services? Ça veut dire que c'est une économie de guerre. Ça veut dire qu'on va, dans le débat, on va mettre ensemble
le cardiologue et le neurologue, parce effectivement, on a les moyens numériques et de mutualiser. Mais ça ne correspond à rien dans un schéma médical. Sauf que dans la réalité, dans une économie de guerre, ça permet de rationaliser les personnes, les secrétariats, les ceci, cela, et donc le soin. Oui. Donc, je veux dire qu'on est en train de se mettre tranquillement en place par rapport à ça, et on en arrivera à un moment donné quand même à dire, mais attends, nous en Guadeloupe, on fait quoi oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous qui maîtrisons l'économie, c'est pas nous qui les grandes choses dans nous, on a la chlordécone. Le contraste, c'est que nous n'avons pas, il y a des années passées, nous avons grandi dans un contexte. Nous n'avons pas connu ces guerres, n'est-ce pas? Ce contexte-là. On parlait d'État-providence, c'était relativement calme, n'est-ce pas? Et puis, subitement, on voit que les choses se dessinent avec ton inquiétude. Parce que le monde a bougé. C'est vrai que le monde a bougé, a probablement, on dit ça souvent ici, a bougé plus rapidement que nos habitudes. On était installés dans un certain confort petit bourgeois et matérialiste. Mais la terre entière a changé. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est pas les individus, c'est pas l'Europe qui a changé. Elle était royale sur son bain d'exploitation et de spoliation. Sauf que l'environnement a changé. Et cet environnement-là, maintenant, oblige les États traditionnels, classiques, à se remettre en cause. Et ils n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni cognitifs, ni paradigmatiques de se remettre en cause. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'effondrement. Voilà, on revient donc une page publicitaire et nous revenons avec vous. Merci.